Merci à tous. Ravi d'être ici présent. Romaric, CEO et cofondateur de Covery. En gros, on crée une plateforme qui permet aux développeurs de déployer leurs applications de manière extrêmement simple sur le cloud et notamment sur AWS. Ravi d'être présent. Bonjour, moi je suis Gilles Valbrou, je suis CTO chez Datadome. On est une solution de cybersécurité. On sécurise les sites web de nos clients vis-à-vis d'un tas d'attaques qu'on connaît bien aujourd'hui, donc du scalping, credential stuffing, etc. Donc tout ce qui est fraude en fait, tout ce qui est détection de fraude en détection en temps réel, c'est notre boulot. Donc voilà. Bonjour à tous, moi je suis Guillaume Barois, je suis le CTO d'Explain et chez Explain on développe un logiciel en SaaS pour aider les entreprises qui travaillent avec les gouvernements à agréger l'information et à bien communiquer avec les gouvernements et on utilise beaucoup l'intelligence artificielle et le NLP pour faire ça. Merci à vous trois d'être là ce matin. Donc, le titre de la session, c'est le secret d'une croissance réussie pour une startup SaaS. On a 3 startups SaaS avec nous. Pour vous, c'est quoi une croissance réussie? Comment est-ce que dans chacune de vos startups, vous la définissez et vous l'avez réalisée? Ouais. Chez nous, une croissance réussie, ça passait d'abord par réussir à agréger beaucoup d'informations pour aider les entreprises à avoir toute l'information dont elles ont besoin pour leur business. Donc il y a eu d'abord un aspect technique de réussir à bien mettre en place cette collecte d'informations. Et ensuite, un truc qui a fait qu'on est vraiment passé dans une phase de belle croissance, c'est quand on a réussi à vraiment se concentrer sur une partie restreinte de nos clients et essayer de satisfaire leurs besoins au maximum. Et ça a vraiment été une clé pour nous faire passer dans une phase où on se cherchait un peu, on savait pas exactement quel était le bon cas d'usage auquel répondre. Le moment où on s'est décidé à se dire bon bah non, la chose qu'on veut faire, c'est aider ce type d'entreprise-là à répondre précisément à leur cas d'usage, c'est de là qu'on a vraiment passé un cap. Et je dirais que pour nous, la croissance réussie, c'est d'avoir réussi à identifier ce bon marché, réussi à identifier les bons cas d'usage auxquels répondre pour ce marché-là, et construire à partir de là jusqu'à avoir un produit qui fonctionne bien. Je me permets de te poser une question, Guillaume. Aujourd'hui, quelle est la métrique qui pourrait refléter justement cette croissance? Ouais, nous, une part importante de notre business, ça consiste à avoir le plus d'informations possible à donner à nos clients. Donc nos clients, ils ont besoin de savoir plein de choses sur le gouvernement, sur les lois, sur ce qui se passe sur les territoires. Et donc une métrique importante pour nous, c'est combien on est capable d'agréger d'informations et de documents. Et donc les gros progrès qu'on a fait et l'infrastructure technique qu'on met en place, elle nous a permis de maintenant collecter et mettre à disposition de nos clients plusieurs millions de documents. Donc on est passé en 2 ans de 30 millions de documents à 60 millions. Et donc c'est ça, disons, la marque technique de notre réussite et de notre croissance. Gilles, si tu veux rebondir. Alors nous, pour rebondir sur la partie technique, c'est le trafic qu'on collecte chez nos clients au quotidien. Donc on a une croissance historique qui a doublé tous les ans. On a commencé avec très peu de trafic au début, sécuriser quelques sites de e-commerce en France. Et après, on a répliqué en fait cette stratégie au sein de l'Europe et aux États-Unis. Donc une des métriques pour répondre à ta question, c'est le trafic et le nombre d'attaques qu'on bloque chaque jour. Aujourd'hui, on analyse plus de 12 milliards de requêtes par jour au quotidien. Et on a bloqué l'an passé plus de 250 milliards d'attaques sur l'année 2022. Donc c'est effectivement c'est la croissance en termes de clients, c'est la croissance en termes de trafic analysé au quotidien. Et après, la croissance en termes de scope qu'on couvre sur les pains de nos clients. Il y a une question de focus aussi chez nous, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bien se focaliser sur le business. Nous, on fait partie des startups qui n'ont pas pivoté dans les early stages. On a eu de la chance, on a trouvé le bon cœur de métier. Et dans la cyber, c'est pareil, c'est quelque chose qui marche très bien aujourd'hui, même dans la situation économique actuelle. Mais c'est vraiment une question de focus, dire voilà, on a trouvé les bons clients, on a trouvé le bon business, on se focalise dessus et on se disperse pas trop et on fait bien les choses, on va dire. On concentre notre effort sur la bonne partie. Voilà. Ouais. Je vais rebondir. Effectivement, c'est une composition des deux, hein. C'est-à-dire vraiment le focus, c'est la clé. C'est-à-dire de pouvoir trouver et adresser les bons use cases qui apportent un maximum de valeur, en tout cas pour nous,
à nos clients. Comment est-ce qu'on mesure cette valeur? Si on est sur le déploiement applicatif et le déploiement d'infrastructures, la gestion d'infrastructures, donc c'est le temps finalement qu'un client, dès lors qu'il rentre sur le produit, en combien de temps il est capable de pouvoir bénéficier de la valeur. Et derrière, toutes les métriques nous qu'on suit sont impactées, forcément le revenu, mais on va avoir aussi le nombre de déploiements. Nous, on a plusieurs milliers en fait de déploiements qu'on gère, notamment tous les mois. On a plus doublé ce score-ci sur les 6 derniers mois. On est à plus de 70 000 déploiements par mois. Et ce sont vraiment des marqueurs que l'on va suivre. Mais vraiment, le focus, c'est l'élément le plus important, notamment dès lors qu'on est sur des sujets tech. Les sujets tech, le problème, c'est que ça peut être très versatile. On peut s'adresser, on peut commencer à couvrir beaucoup de use cases. Les gens vont venir nous voir parce qu'ils ont identifié peut-être un use case donné et où notre solution va pouvoir combler justement ce manque. Mais est-ce que finalement, c'est le use case qu'on avait identifié par rapport à la vision? Est-ce que c'est un point d'attaque, un point d'ancrage qu'on souhaitait en fait adresser? C'est toutes ces choses-là qu'on va devoir vraiment en fait clarifier. Et vraiment, cette histoire de focus, nous, on a plusieurs use cases, mais on fait partie aussi des startups qui n'ont pas pivoté parce qu'on a une vision claire, on a adressé ces use cases, on a créé une technologie et on a pu communiquer. Et à partir de ça, on a build up. Voilà. Et du coup, vous parlez de développement. Les SaaS, c'est quelque chose qui est assez plus personnalisable comme type de modèle. Comment vous gérez votre roadmap produit par rapport aux demandes clients? Est-ce que vous avez des demandes clients qui vont influencer cette roadmap ou vous avez une vision bien définie? Comment est-ce que vous fonctionnez? Je peux répondre à cette question qui est une très très bonne question, notamment dès lors qu'on est une boîte produit. On fait vraiment le distinguo, nous, entre boîte produit, boîte servicielle. En fait, il y a vraiment un élément qui est assez important, c'est-à-dire qu'au départ, on a une solution, effectivement, on est une startup early stage, on a besoin de build up sa solution, ça prend pas mal de temps. On peut être vraiment confronté un petit peu au challenge. Ah, j'ai ce client qui me demande ceci, on va commencer à trop l'écouter et aller dans cette direction, mais est-ce que finalement cette direction, c'est la direction qu'on souhaitait avoir? En fait, est-ce qu'elle est alignée par rapport à notre vision? Oui ou non? Et c'est là où vraiment c'est un petit peu challengeant, c'est-à-dire qu'on a tout à construire. Le problème, c'est que si on ne répond pas aux besoins du client, on ne gagne pas le client. Si on répond trop bien aux besoins du client, on devient une boîte de service et c'est là où ça devient relativement challengeant. Donc nous, en fait, moi je parle pour le cas de Covery, on avait une vision claire, on avait un produit avec beaucoup en fait, de technicité au sein de ce produit qu'on avait à construire, mais on est resté vraiment fidèle à notre vision et on a construit le produit, même si évidemment on avait des opportunités qu'on perdait parce qu'on n'avait pas finalement les features en fait nécessaires pour ces clients-là. Mais c'est pas grave parce qu'on savait qu'on allait les récupérer. Donc on a vraiment travaillé, on s'est axé, on est resté concentré et focus vraiment sur le produit et la valeur, le discours, etc. Et à un moment donné, aujourd'hui, on travaille énormément avec nos utilisateurs, évidemment, parce qu'on est sur un produit technologique tech, donc utilisé par les développeurs. Et ce produit-là va évoluer en fait dans le temps en fonction de la manière dont les développeurs vont collaborer, vont l'utiliser, vont juste s'en servir et en tirer bénéfice. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une roadmap publique, par exemple. On a un forum, c'est très collaboratif. On va pouvoir récupérer des feedbacks et on va pouvoir faire un travail d'analyse produit, notamment pour pouvoir intégrer en fait des recommandations, si ça fait sens, pour la masse et pas pour des individus, en force individuelle, parce que sinon on se travestit, on devient une boîte de services et c'est pas ce qu'on souhaite dès lors qu'on veut pouvoir scaler son modèle. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce qui se passe pour Covery. Voilà. Guillaume, si tu veux rebondir? Ouais, nous, le cas est un tout petit peu différent de celui de Romaric parce que nous, nos utilisateurs, c'est des utilisateurs finaux qui sont très peu techniques et qui du coup peuvent pas nous dire il faut développer ce nouveau truc pour déployer un modèle ou je sais pas quoi. C'est plutôt des gens qui utilisent le logiciel directement. Mais on a en effet exactement la même problématique qui est on n'a pas envie de répondre du tac au tac à chaque demande client parce que on peut se perdre un peu dans des développements qui en fait servent un client et pas l'intégralité de notre base d'utilisateurs. Et je dirais que la manière dont on essaye de faire ça et dont on arrive à faire ça, il y a deux choses. Il y a avoir une vision très claire et très précise de ce vers quoi on veut aller et essayer d'écarter autant que possible tout ce qui rentre pas dans cette vision, quitte à ce que à court terme ça soit néfaste pour le chiffre d'affaires parce qu'on perd un client ou parce que on en signe pas un. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est nous on a vraiment passé un cap d'un point de vue produit le jour où on a passé beaucoup plus de temps à valider, revalider les features, les fonctionnalités qu'on développait sur notre logiciel avec les clients. On leur a demandé leur avis, on a fait beaucoup d'itérations avec eux et on est vraiment passé en delivery sur des fonctionnalités uniquement quand on était vraiment certain de la bonne réponse
au bon problème et seulement à ce moment-là. Et ça nous a vraiment fait passer un cap. On a eu l'impression de devenir un peu plus lourd à bouger, aller un peu moins vite dans les développements, mais à la fin, ce qu'on développait, c'était vraiment utile. Et donc ça a vraiment fait une grosse différence pour nous aussi. Ouais. Je peux peut-être rebondir rapidement sur ce qu'a dit Guillaume, parce qu'on parle beaucoup de vision et je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est comment est-ce que vous pouvez en fait développer en tant que founder votre vision. Il faut passer du temps. C'est pas quelque chose qui est en claquant des doigts. On a une idée initiale en fait. On va commencer on va avoir une certaine vision, mais pour pouvoir raffiner la vision et vraiment la faire matcher par rapport en fait à un besoin marché et puis une tendance en fait finalement marché qui est plutôt de long terme, il va falloir vraiment passer du temps à parler avec ses utilisateurs, voir comment est-ce qu'ils utilisent en fait les choses, comment est-ce qu'ils veulent vraiment faire évoluer finalement aussi leur business, parce qu'on est là pour créer des solutions qui apportent de la valeur business, etc. Donc parler et passer du temps avec ses utilisateurs, c'est vraiment la clé pour le coup. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Voilà, moi, c'est aligné avec tout ce qu'on a dit ici jusqu'à présent. Encore une fois, du focus. Voilà, focalisez-vous bien sur la vision, définissez cette vision, et je suis d'accord avec Romaric, il faut prendre du temps pour la définir. C'est compliqué au début quand on est dans les early stage, on a faim, on a envie d'avancer, on a besoin de grapper du business, on a besoin d'y aller, et tout va très vite. Il faut prendre ce temps, il faut discuter avec les gens du terrain. Donc chez nous, c'était essentiellement les CSM, les gens du support, qui connaissent les clients, il faut apprendre à connaître vos clients, élaborer cette vision. Et côté tech, notamment pas over-engineer des choses, développer des choses qui ont de la valeur sur le marché. Nous, c'est quelque chose qu'on a très vite identifié dans l'entreprise. Trouver quelqu'un en charge de la stratégie, être capable de nous dire, voilà, ça c'est adapté au marché, c'est ce que les clients veulent. Bosser aussi avec les analystes. Nous, c'était le cas avec les gens comme Forrester, Gartner, qui analysent le marché et qui vont vous dire, vous localiser dans les différents cadrans, etc. Une fois que vous savez où vous vous trouvez sur le marché, que vous voyez votre destination, écoutez vos clients et trouver encore une fois quelqu'un de responsable dans l'entreprise pour incarner cette vision. Ensuite, nous, on a structuré une équipe produit, pas au tout début, mais on a structuré une équipe produit qui est capable d'implémenter cette roadmap, de la suivre et de savoir ce qui rentre dedans et ce qui rentre pas dedans. Donc pour une équipe produit engineering, ça veut aussi apprendre, ça veut dire apprendre à dire non, des fois à des clients. Non, c'est pas la bonne chose. Non, c'est pas valorisant pour vous, c'est pas valorisant pour le long terme, et c'est pas ce qu'on va développer dans le produit à court terme. Donc c'est apprendre ça. C'est dur au début quand on sort des early stage de se dire, on va dire potentiellement, comme tu disais tout à l'heure, peut-être dire non à du business. En vrai, sur le long shot, c'est vraiment la stratégie adoptée, parce que la valeur que vous allez créer, pensez en termes de valeur, la valeur que vous allez créer sur le marché qui va durer dans votre entreprise sur le long terme, c'est ça qu'il faut capitaliser. Et c'est ça au début que vous pouvez trop diversifier, ce qui va vous créer de la dette technique et du support après, du temps passé au support client. C'est ça qu'il faut éviter à mon avis au début. Parce qu'on a réussi à bien gérer, en tout cas nous au tout début chez Datadome, et même si on l'a fait à différents endroits, c'est des choses, le peu de fois où on l'a fait, on s'en est mordu les doigts. Vraiment, c'est quelque chose à éviter, je pense, au tout début. Ouais, je voudrais juste rebondir sur l'équipe produit là. Donc, je rejoins complètement ce que dit Gilles. Donc, nous, en effet, donc c'est un CTO qui dit ça, mais vraiment l'équipe produit, c'est un peu le socle de la bonne roadmap, s'assurer qu'on fait les bonnes choses. Et le jour où on a mis en place de bonnes pratiques produits, où on a mis en place des bonnes manières de faire de la discovery auprès des clients, de comprendre leurs besoins, de beaucoup leur parler et de beaucoup interagir avec eux, leur soumettre des solutions, avoir du feedback. Ça a vraiment changé fondamentalement la manière dont on travaillait, aussi d'un point de vue technique. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel ça vaut le coup d'investir rapidement pour pas se perdre dans tout ce qu'on a envie de faire et tout ce qu'on pourrait faire quand on voit les potentiels qu'on a. Avoir une équipe qui nous donne du focus, nous donne une roadmap précise, bien priorisée, c'est vraiment un truc clé. Ouais. Super. Merci en tout cas pour cette réponse. C'est très intéressant de comprendre qu'il y a un vrai dialogue technique, produit, demande client au bon moment. Pas toujours dire oui, pas devenir une société de service et de support. C'est très intéressant. Sur votre croissance aujourd'hui, quel a été votre plus gros enjeu? Quel a été le plus gros bloqueur que vous avez rencontré et comment est-ce que vous avez réussi à le surmonter? Je peux répondre à cette question parce qu'on est dans l'infrastructure, donc imaginez que des clients nous passent leur workload, donc on a accès à leur infrastructure, on peut gérer leurs applications, avoir accès à toute une flotte en fait de données et d'informations. Donc nous, sans aucun doute, c'est le trust réellement de créer en fait cette légitimité à pouvoir le faire, avoir accès en fait à leur infrastructure
Et ça a été réellement le trust dès le premier jour. On le savait puisqu'on est issu de cette industrie. Donc, on sait très bien que c'est assez critique. On peut couler fondamentalement des boîtes. On bosse avec des fintech, insurtech, HR company, healthcare. En fait, ces sociétés-là, finalement, fondamentalement, vont traiter de la donnée, vont gérer en fait business qui sont relativement critiques, plus ou moins critiques. Et voilà, donner finalement ce workload-là à une startup qui est relativement early stage, qui est certes bien financée et bien backée par des beaux noms de la tech, c'est pas suffisant. Et voilà. Et nous, pour pouvoir vraiment pallier cette histoire de trust, on a fait des choses qui sont aujourd'hui nous identifient pas mal. C'est notamment d'un point de vue communication, on a beaucoup communiqué, on communique énormément sur ce qu'on fait. C'est vraiment des piliers fondamentaux finalement chez Covery. On communique même de manière interne extrêmement et on le fait beaucoup avec nos clients. On est beaucoup sur la transparence, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, notre stack elle est à 80% open source, elle est accessible, elle est auditable. Donc ça, ce sont des éléments aussi qui sont hyper réassurants. Et aujourd'hui aussi, on se back en fait par les meilleurs. Notamment, on est partenaire d'AWS avec lesquels on travaille énormément. C'est extrêmement important parce que dès lors qu'on est sur des deals et qu'on est backé, qu'on a le support finalement financier et technique en fait d'AWS, c'est un élément en fait qu'il ne faut pas du tout sous-estimer en termes de force parce que ça permet aussi d'accélérer en fait des deals. Et ça a été vraiment, voilà, ce sont des éléments. Et aujourd'hui, on cherche toujours des leviers finalement pour accélérer et gagner ce trust, puisque quand on clôt des contrats, aujourd'hui, on a clos nos premiers enterprise. Voilà, ça permet vraiment d'unlocker les prochains paliers et il faut continuer de le faire et c'est quelque chose qui se fait de manière continue. Donc la communication, en tout cas pour nous, ça a été un des éléments qui nous a permis et des partenariats de vraiment gagner ce trust en fait de la communauté et de nos clients. Voilà. Ouais. Moi, je peux rebondir dessus. Effectivement, dans la cyber, c'est un enjeu, la partie confiance avec nos clients. Et ça a été pareil, même constat que pour toi, c'est avoir un partenaire comme AWS à nos côtés, ça a été aussi un gage de confiance. Donc, même enjeu sur la partie infrastructure, on se déploie dans l'infrastructure de nos clients. Donc, venir avec une certification, je dirais, en termes de fiabilité et de scalabilité, c'était important pour nous. Surtout quand on passe sur la partie partenariat par la FTR, donc la revue d'architecture fonctionnelle AWS. Sur les enjeux de sécurité, il y a des dimensions sécurité là-dedans qui nous ont aidés après pour avancer sur la certification SOC 2 qu'on a développée depuis. Ouais. Donc ça, c'est hyper important quand on est tout petit encore et qu'on a besoin d'un partenaire pour aller chercher les plus gros comptes, comme ce que tu vis aujourd'hui. Et deuxièmement, pour nous, on avait un enjeu aussi purement technique qui était un besoin de présence mondiale. Donc on ne voulait pas aller avec nos petites mains aller raquer des machines dans les différents endroits du monde et avoir un cloud provider à nos côtés pour pouvoir bénéficier de cette présence mondiale, surtout dans un univers où aujourd'hui, nos clients passent principalement par des CDN et sont mondialement présents de toute façon. Et un enjeu pour nous orienté performance, où on doit être au plus proche des serveurs de nos clients pour aller collecter la donnée et agir sur leur trafic en temps réel. Ça a été aussi un fort accélérateur pour nous, en tout cas, pour aller chercher notamment le business aux États-Unis. Guillaume ? Ouais, nous, c'est surtout des enjeux techniques en réalité auxquels on doit répondre parce que, comme je le disais au début, nous, notre enjeu, c'est de réussir à agréger le plus d'informations possible et à la mettre à disposition de nos clients. Et donc, nous, on est dans un business où les acteurs établis, c'est plutôt des gens qui sont low-tech, qui font beaucoup de choses à la main, beaucoup de choses avec beaucoup de personnes qui lisent des données, puis qui ensuite font des résumés, etc. Nous, on essaye de disrupter un peu ce marché-là en allant mettre de l'automatisation, de l'intelligence artificielle là-dedans. Et donc, réussir à bien faire ça, réussir à le faire à l'échelle, c'est quelque chose qui est un peu le cœur de notre business. Et donc, nous, un truc qui nous a permis de vraiment réussir cette promesse, c'est d'abord les infrastructures AWS serverless. Ça, c'est quelque chose qui est décisif pour nous parce que ça nous permet d'être capable de traiter beaucoup de documents, des flux qui sont irréguliers, des données de toutes sortes. On utilise aussi pas mal les outils d'intelligence artificielle qui sont mis à disposition par AWS, donc les outils type SageMaker, Textract pour extraire des données textuelles de documents qui sont des photos. Et tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu faire autrement, mais dont les outils AWS nous permettent de diminuer le coût d'entrée, quoi. Donc rapidement, on est capable de déployer des nouveaux modèles, déployer des nouvelles manières de faire. Et ça, je dirais que ça nous a vraiment donné un coup de pouce pour aller encore plus vite sur le marché et garder un peu de l'avance sur ces acteurs qui sont un peu old school
que nous, on essaye de dépasser avec de la tech. Ouais. Ok, donc on retient vélocité, technique, trust. La partie partenariat, en effet, c'est super intéressant. On a des sessions d'ailleurs cet après-midi. Si vous voulez nous joindre, c'est à 15h10 en salle 332. On sera avec Datadome pour revenir sur le sujet. Il nous reste 7 minutes. La croissance réussie pour les années à venir, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 et le futur? Bah, j'ai une petite wishlist, mais des cycles de vente plus, plus courts pour les enterprises. On peut tous rêver de ça. Mais non, grosso modo, on est plutôt bon. Mais c'est vrai que non, les cycles de vente, c'est vraiment un sacré casse-tête, notamment avec les enterprises. Et aussi des boîtes, ce qui est assez drôle. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est assez drôle, c'est qu'on est une boîte française. En fait, bon, les gens ne nous connaissent pas énormément en France. En fait, on fait 60% de notre chiffre d'affaires, il est aux États-Unis, donc on passe beaucoup de temps aux US. Et pourquoi pas avoir plus de boîtes françaises quand même? Et comment tu l'expliques que la majorité de tes clients soient aux US, que c'est une maturité? Ouais, par rapport au cloud, ouais, tout à fait, parce qu'on a vraiment un layer, c'est un produit vraiment sur AWS où on permet d'aller encore plus loin et plus vite. Et c'est vrai que les boîtes françaises, ce qu'on voit, c'est qu'elles ont quand même un petit retard par rapport aux boîtes vraiment US de quelques années. On le ressent réellement parce qu'il y a toute une éducation, il y a toute une évangélisation, il y a aussi une immaturité, une certaine immaturité par rapport à cet écosystème où ils pensent qu'ils peuvent faire beaucoup de choses sans aide extérieure et notamment des partenaires. Et finalement, voilà, ça crée un peu de retard et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus développé. Et c'est drôle hein, aux US que évidemment, enfin, de beaucoup aux US par rapport à la France, mais même un petit peu en Allemagne. On a beaucoup plus de clients en Allemagne qu'en France. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir Covery, plus de clients français. Ils ont un stand juste à côté. Gilles? Pour la suite, je dirais qu'on continue notre croissance assez folle. Voilà, c'est une aventure depuis le début qui est assez prenante aussi. Enfin, c'est une croissance vraiment assez dingue. Donc encore une fois, on double tout à peu près tous les ans. Chez Datadome, donc on continue à se développer aux US et notamment en Europe. Un peu comme Romaric, on continue à se développer en Europe. La croissance a très bien pris ces dernières années aux US. On aimerait la renforcer plutôt côté Europe. Moi, je dirais que ça continue tout simplement. Là, on a fait une très belle levée de fonds la semaine dernière. Donc, on est encore très attractif au sein des VC. Donc, preuve qu'il y a un vrai besoin aussi et qu'on est reconnu sur le marché maintenant. Donc, on continue cette dynamique-là. Et je dirais que Datadome sécurise les plus gros sites du monde, e-commerce ou tout business confondu dans les mois à venir. Donc, on ait quelques très belles références mondiales dans les mois à venir. Ouais, ce serait une belle victoire. Ouais. On va tout faire pour. Guillaume? Ouais, nous, comme je disais, notre produit, c'est beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de traitement du langage naturel. Et donc là, on est ultra excité par les derniers développements sur les gros modèles de langage, les dernières innovations technologiques. C'est vraiment des choses qui nous ouvrent des possibilités qui sont qu'on n'envisageait même pas à court terme il y a quelques mois encore. Et là, on a l'impression qu'à portée de main, on a un peu une révolution technique qui demande juste à être saisie et à être implémentée dans notre produit. Donc nous, si on peut souhaiter quelque chose, c'est ça, c'est que on arrive à trouver les bons cas d'usage, trouver la bonne manière de mettre en œuvre ces modèles et faire un produit encore meilleur et aller chercher des nouveaux marchés grâce à ça. Parce que c'est vraiment une opportunité, je pense qu'on n'aura pas d'autre fois que maintenant. Ouais. Super. Il nous reste une petite minute. Je ne sais pas si l'un de vous a une question. N'hésitez pas, c'est le moment. Ouais. C'est une question, c'est un peu lié, c'est une product et tech en même temps. Vous avez parlé communauté des customers grâce au format, grâce aux entreprises qui peuvent exprimer le marché. Comment éliminer tout ce mouvement? Parce que maintenant, on a des startups qui montent chaque jour, qui sont peut-être des concurrents à nous. On a des articles, des big players qui font des solutions concurrentes. On a des AM qui nous envoient des feedbacks des customers. Du coup, on a trop d'inputs. Comment choisir les trucs pour ne pas dévier à notre objectif? Comment on peut éliminer le truc qui n'est pas important et écouter le bon feedback?
Je me permets juste de répéter la question pour que tout le monde puisse l'entendre. C'est aujourd'hui, on a parlé des inputs versus la vision produit. On a de plus en plus d'informations, de plus en plus de demandes d'input. Comment justement on fait ce travail de simplification et de focus? Alors, nous, c'est là qu'intervient l'équipe produit chez nous. Donc déjà, travailler sur la vision. Si tu as une vision claire, tu vois, et que tu sais où tu vas, ça sera nécessaire de toute façon dans les phases de scale-up. Après, les gens autour de toi vont te demander ça, notamment au sein de l'équipe tech. Ils vont dire où on va, quelle est la roadmap, quelle est la direction de la boîte, dans quoi on va innover. Si tu fais pas ça, les gens vont se diversifier, en fait, tu vas pas focus ta valeur. Et ensuite, nous, on l'a fait au niveau de l'équipe produit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un process de collecte d'insight en interne. L'équipe tech peut le fournir en disant, voilà, j'ai ce besoin-là, j'imagine que ça peut être une bonne idée. Et en fait, c'est l'équipe produit qui est en charge de collecter tout ça, l'aligner avec la vision stratégique et dire, OK, bah, ça, effectivement, c'est des demandes clients qui s'alignent avec des idées qu'on a en interne, qui ont de la valeur sur le marché. Et c'est ça qu'on va prioriser dans la roadmap. Après, cette roadmap, nous, en fait, on la présente aux clients. Alors, on a des clients tu vois, assez proches de nous. On fait des événements clients pour leur montrer la roadmap. Et en général, on a de très bons feedbacks qui confirment en fait, cette vision et le fait que c'est les bonnes choses à mettre en place à court terme. Et on a des clients en faisant ça, des fois, qui nous ont dit bah, « Ah, je ne savais pas que vous alliez faire ça. » Et du coup, j'avais commencé à prospecter autour. Comme je vous fais confiance, on revient à cette histoire de confiance, et que je sais que vous allez le faire, je ne vais même pas chercher ailleurs. J'attends que vous le fournissiez, je vais bosser avec vous pour le co-développer. Donc voilà, nous c'est vraiment l'équipe produit qui agrège ça et qui permet de construire la roadmap après par ailleurs. Ouais. C'est exactement ça, quoi. Tout part de la vision. L'équipe produit, c'est leur travail en vrai, vraiment, de pouvoir éliminer le bruit et de rationaliser, de prendre les bons éléments et de inclure ça dans le produit si ça a du sens. Et moi, je voulais juste rajouter un truc. C'est peut-être mon côté CEO, mais en fait, c'est juste combien est-ce qu'ils seront prêts à payer pour ça et à quel point c'est genre business critical. Parce qu'il y a quand même cet élément-là à la fin, et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un design partner, parce que ça permet, et des grosses boîtes le font aussi beaucoup, travaillent avec des design partners sur la feature, et à un moment donné, c'est gratuit, donc ils peuvent tester, mais à un moment donné, ils payent quand même, en fait, le design. Et c'est même hyper important, en fait, de faire payer le design partner à un moment donné pour pouvoir mettre un prix, parce que c'est là où, finalement, on déclenche tous les leviers où, mais en fait, il manque ce truc-là, cette feature, ouais, c'est pas exactement, parce que sinon, tout va bien. Mais au moment où en fait on leur demande de sortir le chèque, bah, bizarrement, il y a tous les problèmes qui remontent. Et c'est là où c'est intéressant parce que du coup, on fait déjà le travail pour les prochains. Et s'ils sont prêts à payer, c'est qu'il y a de la valeur derrière. Il faut que ça soit aligné, évidemment, avec la vision. Voilà. On est dans le rouge, on n'a plus le temps. Merci en tout cas d'avoir écouté la session. N'hésitez pas à retrouver du coup Covery, ils ont un stand juste ici, Datadome au deuxième. Et moi, je serai avec Guillaume juste là. Et du coup, la prochaine session, c'est sur comment AWS accélère le déploiement des startups en fournissant une plateforme sécurisée. Si ça vous intéresse, restez avec nous. Merci à tous les trois. Merci. Et bonne journée à tout le monde. Bon salon.